Au moment de la halte, le président de la République était Jacques Chirac, qui était, en partie pour une raison personnelle, très sensible au sujet du handicap. Il y croyait vraiment. Il a fait une remarquable loi sur le handicap, une grande loi. Qui va fêter ses 20 ans. Qui a fêté ses 20 ans et qui n'est pas encore complètement appliquée. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et surtout le privilège de recevoir Louis Schweitzer, un grand monsieur de l'industrie mais également un grand monsieur de la lutte contre la discrimination. Il fut successivement président du groupe automobile Renault pendant 13 ans, un groupe qu'il a largement développé à l'international. Il a présidé la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité pendant 5 ans. Il est membre ou ancien membre de plusieurs conseils d'administration, Volvo, BNP Paribas, EDF, L'Oréal, Philips, AstraZeneca, autant de casquettes uniques et prestigieuses qui me font dire que cet entretien sera passionnant et très riche en enseignements. Louis Schweitzer, je suis ravie et honorée de vous recevoir pour ce tout nouveau podcast qui s'appelle Les Dialogues et je suis sûre qu'on va avoir un très bel échange de par les engagements que vous avez et le parcours que vous avez. Bonjour d'abord, je suis heureux de vous rencontrer puisqu'on ne se connaissait pas. Et je crois beaucoup au dialogue de l'inclusion, donc je suis ravi de cet entretien. Alors, on va forcément évoquer votre engagement pour l'inclusion, etc. Mais avant tout, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que le grand public ne connaît pas? Quelque chose de votre vie, quelque chose de personnel? Quelque chose de ma vie. Écoutez, la vérité, c'est que c'est une vie assez simple. J'ai eu la chance d'être anormalement heureux dans cette vie. J'ai fait toute ma vie des choses passionnantes, très diverses, et au fond, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer depuis que j'ai arrêté mes études. Et puis, j'ai trouvé une femme que j'aime, avec qui je suis marié depuis un peu plus de 50 ans, Ah oui. Et que j'aime toujours autant qu'au premier jour. Donc, au fond, c'est pas un mystère, mais il y a un mot, le bonheur. Ok, ben, c'est parfait. Mais justement, dans toute votre carrière qui était en partie tournée vers l'inclusion, qu'est-ce qui, dans votre parcours, a fait que vous vouliez instaurer ces valeurs-là dans toutes les entreprises que vous avez dirigées? Alors, je n'ai vraiment dirigé qu'une entreprise, Renault. Et Renault, c'est une entreprise un peu particulière. Elle a eu une histoire compliquée. Il y a eu un propriétaire unique qui était un monsieur assez désagréable, à vrai dire, qui ça a été nationalisé. Et c'est une entreprise où il y avait une vraie solidarité entre les gens. Et au fond, c'était une entreprise aussi où il y avait un esprit social, c'est-à-dire l'esprit n'était pas uniquement gagner de l'argent, penser aux actionnaires. Donc, c'était une atmosphère collective. Alors, dans cette entreprise, le problème du handicap ne se posait pas de façon aiguë. Hélas, nous fabriquions, si je puis dire, aussi des personnes handicapées parce que, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le travail à la chaîne, mais sur les troubles musculo-squelettiques, ça pèse lourd et on essaye d'améliorer les choses, mais enfin, quand même, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Donc, Renault, au fond, mon problème d'inclusion, puisque c'est le mot qu'on emploie, c'était plutôt l'inclusion de personnes d'origine diverse. Ces entreprises ont, dans les années 60, quand le plein emploi régnait en France, ont fait venir en France des tas de personnes qui venaient du sud de la Méditerranée. On envoyait des bus pour les chercher, on les recrutait comme autrefois, il y a 2 siècles, on recrutait les militaires. Et ces personnes, disons, travaillaient bien, pendant longtemps, n'avaient pas le droit de faire venir leur famille. Ce n'est que depuis les années 70 qu'elles peuvent faire venir leur famille. Et la première fois que je suis allé dans une usine Renault, c'était celle de Flins. Le PDG de Renault de l'époque, qui s'appelait Georges Besse, m'a dit « Vous allez voir une usine sud-africaine ». D'accord. Parce que les 2 tiers des ouvriers venaient du sud de la Méditerranée
et il n'y avait pas un agent de maîtrise qui vienne du sud de la Méditerranée. Donc, là, l'inclusion, c'était de faire en sorte que cette situation change. Et elle a changé, grâce au ciel. Et, au fond, le moment où j'ai vraiment pris conscience, ou commencé à agir sur les problèmes de l'inclusion, ça a été quand j'ai été nommé à la tête de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Mais de cela, j'imagine que nous parlerons. Exactement. Et d'ailleurs, lorsque vous étiez chez Renault, quels étaient les indicateurs clés qui étaient utilisés justement pour mesurer l'impact des actions qui étaient mises en place pour la diversité, justement, l'inclusion? Alors, pour la diversité d'origine, il n'y a pas d'indicateur explicite, bien sûr, mais bon, ça, on suivait cela. C'était une entreprise où un peu machiste. Hein, l'automobile, c'est un monde un peu machiste. Et donc là, il y avait un indicateur évident, c'est l'égalité salariale homme-femme, et c'était la promotion des femmes. Et c'était d'ailleurs quelque chose à quoi j'ai consacré pas mal d'énergie, je dois dire, et mon enthousiasme n'était pas partagé par tous. Mais enfin, Oui. on faisait avancer les choses. Et pour comprendre notamment pourquoi il n'y avait pas d'égalité vraie entre les hommes et les femmes. Le problème du handicap, à l'époque, ne se posait pas chez Renault, parce que, comme je l'ai dit, nous avions dans nos murs beaucoup de personnes qui avaient des troubles qui les faisaient qualifier de personnes en situation de handicap, et il n'y avait pas de problème, et il y avait dans l'esprit solidaire de Renault l'esprit qui faisait ça. Donc, au fond, nous n'étions pas comme d'autres entreprises qui se préoccupent est-ce que j'ai mon pourcentage ou pas. Non, c'était pas un sujet pour nous. C'était pas un sujet au niveau du recrutement, parce que finalement, vous aviez déjà en interne les personnes concernées par le handicap et que vous reclassiez justement vers de nouvelles fonctions, de nouvelles... Absolument. Et c'était essentiellement des cols bleus. Et simplement, il y avait ce qu'on appelait des postes plus doux, c'est-à-dire des postes où on ne travaille pas toute la journée debout, où on peut utiliser ses bras et que le dos n'est pas fatigué. Bref, c'était des choses auxquelles l'industrie automobile est habituée de longue date. Donc ça ne posait pas de problème spécifique. D'accord. Et justement, en parlant d'inclusion, est-ce que selon vous, c'est juste une valeur morale, ou est-ce qu'il y a vraiment une dimension et un gain pour l'entreprise en termes de compétitivité, de rentabilité? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais finalement, quel est le gain pour l'entreprise? D'abord, dans la rentabilité, il y a des choses qu'on mesure financièrement, et puis il y a des choses qui contribuent à l'efficacité de l'entreprise qu'on ne mesure pas. Et sur l'inclusion, ça fait partie de ces choses qui sont importantes, mais qu'on ne mesure pas. J'ai dit Renault, à mes yeux, c'est une entreprise que j'aimais, vous l'avez compris, où j'ai été heureux, et c'est une entreprise qui avait un esprit particulier. Cet esprit particulier, il était fait de goût du défi, et il était fait de solidarité. Et l'inclusion, c'est un élément de la solidarité, et dans une entreprise automobile où, pour faire une automobile, il faut qu'il y ait des milliers de personnes qui travaillent ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin, ni la conception d'une automobile, ni la fabrication d'une automobile. Et donc, si vous n'avez pas cet esprit de solidarité, les gens travaillent moins bien ensemble. Et donc, l'esprit de solidarité, ça contribue à la rentabilité, mais ça ne se mesure pas par un indicateur financier. Et cet esprit de solidarité, c'est aussi de considérer que chacun a sa place et que tout le monde a sa place. Chez Renault, contrairement à d'autres entreprises où on vous dit bon, les gens passent 5 ans dans cette entreprise et puis ils partent. Ils vont chercher une promotion dans une autre entreprise. Chez Renault, la plupart des gens
entraient quand ils étaient sortis de l'école ou des études, et ils partaient quand ils prenaient leur retraite. C'est-à-dire que le taux de départ annuel pour d'autres motifs que la retraite était de moins de 0,5%. Donc, c'est une vraie communauté. Et tous les gens qui travaillaient chez Renault faisaient partie de cette communauté. Ça ne veut pas dire qu'on ne se disputait pas. Au contraire, dans une communauté, au contraire, on se dispute, on peut être en désaccord. Un endroit où tout le monde est d'accord sur tout, je me méfie. Je ne suis pas sûr que ce soit sincère, mais je me méfie. Donc chez Renault, il y avait cet esprit de solidarité qui était une force et qui a contribué aux réussites de Renault. Dans d'autres entreprises, je ne suis pas sûr que cet esprit de solidarité soit le même, mais je pense aussi que l'inclusion a une double valeur économique. D'abord, à l'évidence, ça évite de gaspiller les talents. Et en second lieu, ça renforce la solidarité. Ça donne souvent des occasions concrètes de montrer sa solidarité. Donc, mais je parlais de mon usine sud-africaine et des gens qui venaient du sud de la Méditerranée. Au fond, quand on ne les promouvait pas, on perdait du talent. Parce qu'il y avait parmi ces gens des gens qui étaient sûrement capables d'exercer d'autres fonctions et qui étaient capables de promotion, qui étaient capables d'initiative. Et c'était un gaspillage. Et au fond, chaque fois qu'on n'inclut pas, on gaspille. Ça, c'est économique. Très bien. Et au risque de paraître un peu auto-centré, j'aimerais bien qu'on revienne sur le handicap. Oui. 2 petites minutes. Par exemple, admettons, je décroche un entretien chez vous, dans chez Renault ou autre. Vous me voyez arriver dans votre bureau, en fauteuil roulant, et je ne vous ai pas prévenu que j'étais en fauteuil. Comment vous réagissez? Je vous dis bonjour, je vous écoute et j'écoute vos compétences. Je vais dire, voilà, vous ne me prévenez pas que vous êtes rousse ou brune, vous ne me prévenez de rien de tout ça. Alors, soyons honnêtes, avant que vous veniez dans mon bureau chez Renault, on m'aurait parlé de vous. Oui, j'imagine. Et peut-être qu'on m'aurait dit, vous savez, elle va arriver dans un fauteuil roulant. D'accord, bonne réponse. Mais d'ailleurs, est-ce que vous conseillez aux personnes qui ont un handicap, qu'il soit visible ou invisible, lors d'un entretien ou d'une candidature, de le préciser à l'employeur? C'est une question que je me suis posée à la halte. Oui. Pourquoi? Au fond, je ne suis pas favorable pour l'origine, par exemple, qu'on a beaucoup évoquée, à des systèmes de quotas. J'y suis favorable pour les relations hommes-femmes, pour arriver à la parité, et j'y suis favorable pour les personnes en situation de handicap, parce que, au fond, la paresse fait que les entreprises ne se tournent pas toujours assez naturellement vers cela. Donc, soyons clairs, je suis pour qu'il y ait des quotas. Je suis content quand on les dépasse, c'est signe qu'on est bon. Mais je pense que c'est nécessaire. Alors après, vous posez la question, est-ce qu'il faut signaler qu'on est dans une situation de handicap? Il y a une règle absolue à mes yeux, c'est une règle de liberté. Il peut y avoir des handicaps visibles. Celui qui vous atteint, il est visible. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a des handicaps qui sont invisibles. Ça peut être soit des handicaps psychologiques, soit, par exemple, le fait qu'on a une maladie qui vous fait juridiquement considérer comme étant en situation de handicap, mais qui n'a pas d'impact sur votre vie. Quelque chose qui était très important du temps où j'étais à l'AL, c'était un moment, 2005 à 2010, où le sida n'était pas encore maîtrisé comme il l'est aujourd'hui. Le sida était considéré, le fait d'être infecté par le VIH, était considéré comme une situation de handicap. D'accord. Bon, j'aurais eu un ami, il serait entré dans une entreprise,
je ne lui aurais peut-être pas dit de déclarer ce handicap. Parce que, au fond, ça lui donnait des droits. Mais on voit bien que d'un autre côté, ça pouvait avoir un effet négatif. Alors c'est désolant, mais c'est. Donc, c'est un conseil qui dépend des circonstances, du problème, s'il y a lieu ou pas. Il n'y a pas de règle générale. D'accord. Et justement, pour revenir à la direction de la HAL, on sait que la cause numéro 1 de discrimination est le handicap. Est-ce que vous l'avez retrouvé dans les entreprises que vous avez côtoyées, justement? Alors, je ne sais pas si c'est la cause numéro 1 de discrimination. La discrimination la plus fréquente, et celle dont les gens n'ont absolument pas mauvaise conscience, c'est celle liée à l'âge. Une entreprise considère que quelqu'un de plus de 45 ans est vieux. Et donc, il faut en aucun cas recruter. Et quelqu'un qui cherche un emploi à 55 ans, hélas, a beaucoup de difficultés à en trouver. Donc, ce n'est pas sans doute la cause la plus répandue. Mais c'est une cause qui existe, qui a été protégée, qui est, je le répète, souvent expliquée par la paresse ou par la méconnaissance, parce qu'au fond, on ne l'a jamais fait. Dans toutes les discriminations contre lesquelles je me suis battu, et vous savez qu'il y a une vingtaine de causes de discrimination injustifiées, souvent, presque toujours, la discrimination était fondée sur la méconnaissance et l'habitude. Au fond, sur le « on a toujours fait comme ça ». Des gens qui sont habitués à travailler avec des hommes, on dit « travailler avec une femme ?» Alors certes, si c'est ma secrétaire, très bien. Mais si c'est mon chef, vous n'imaginez pas cela. Oui, surtout à l'époque où vous étiez à la HAL, donc dans les années 2005-2010. J'espère que ça a progressé depuis, mais je n'en suis pas toujours sûr. Et parfois, justement, même très souvent, la discrimination est inconsciente. Qu'est-ce que vous conseillerez justement pour lever ces freins, en fait, ces biais Bon, la première chose que j'avais fait, au fond, à la HALT, et là je vais parler un peu de la HALT. Oui, bien sûr. C'était une institution nouvelle et dont personne ne connaissait l'existence. Et j'avais 2 finalités, d'ailleurs, ça s'appelle lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. La lutte, c'est faire en sorte que les personnes qui soient victimes de discrimination, qui le sont, aient un recours et sachent qu'ils ont un recours. Parce qu'il n'y a rien de plus affreux que d'être maltraité et de ne pouvoir que se résigner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bon, et donc, ce qu'on avait fait, c'était une grande campagne de publicité pour que la HALT soit connue, qui était « Vous êtes victime d'une discrimination, saisissez la HALT ». Donc, il y avait cet aspect, donner un recours à tous ceux qui sont victimes de discrimination. Bon, mais c'est pas toujours facile. Et si, vous savez, dans une grande entreprise ou dans une moyenne entreprise, si vous vous plaignez, même si vous gagnez, quelquefois, on ne vous pardonne pas d'avoir gagné. Ça marche quelquefois. Si on vous refuse un appartement, si on vous refuse une embauche, vous pouvez vous battre. Et si vous êtes dans une entreprise et on ne vous promeut pas, par exemple parce que vous êtes une femme, si vous vous battez, on se dit « celle-là, elle nous emmerde. » Bon. Donc, c'était cet aspect. Puis il y a un second aspect qui est la promotion de l'égalité. Et là, ce que j'ai fait, il se trouve, on sait des émissions sur Europe pour raconter. Europe 1, j'avais une émission tous les dimanches matins et on racontait des histoires qui montraient que les personnes qui faisaient un recours ont traité leurs problèmes et aussi que les entreprises qui ne discriminaient pas se portaient mieux. Et puis, ce que j'ai fait d'autre, il se trouve que j'avais été PDG pendant assez longtemps, donc je connaissais beaucoup de chefs de grandes entreprises. Donc, j'ai écrit à 150 ou 200 chefs d'entreprise
une lettre personnelle où je leur disais, voilà, je vous envoie un questionnaire, et dans ce questionnaire, il y a toute une série de recettes, de conseils, de chiffres, et vous allez me répondre ce que vous appliquez ou pas. Et je vous signale que, bien sûr, je publierai des statistiques, mais que je publierai aussi la liste des entreprises qui ne m'ont pas répondu. Ça a eu un effet très stimulant. J'imagine. Oui, parce qu'on faisait un rapport annuel, et donc dans le rapport annuel, il y avait la liste des entreprises qui avaient répondu. On ne disait pas ce que chaque entreprise avait fait, parce que sur 200 entreprises, c'était un peu compliqué. Mais on disait ce que les entreprises faisaient ou ne faisaient pas. Et au fond, un certain nombre de patrons ne répondaient pas. De moins en moins, je le répète, parce que ça faisait des ordres. Hein. Si vous êtes au milieu d'un groupe de 60 qui ne répondent pas, vous êtes protégé. Mais s'il n'y en a que 5 ou 10, à ce moment-là, c'est pas bon pour vous, quoi. Et le questionnaire, il n'était pas facile. Mais c'était toujours, je faisais l'hypothèse, je crois que c'était juste, que la plupart des gens à qui j'écrivais ne discriminaient pas consciemment, ils le faisaient par habitude. Hein. Quand vous recrutez, bon, si vous êtes un homme de 30 ans qui a fait par exemple le Polytechnique et qui est sorti au corps des mines, il recrutera des mineurs. Parce que c'est les gens qui connaissent le mieux. S'il a fait HEC, il aura tendance à prendre les HEC. De même, dans toute chose. Là, je prends quelques exemples. Je vais tirer d'école. Mais au fond, vous choisissez toujours des gens qui vous ressemblent. Et une boîte où tous les gens se ressemblent, elle ira dans le mur en klaxonnant, parce que tout le monde se ressemblera. Et donc, je les ai expliqués, j'utilisais pas tellement le mot de diversité. D'accord. Pourquoi? Parce que le mot de diversité a l'air de souligner que les gens sont différents. Vous voyez qu'il faut recruter des femmes parce qu'elles sont différentes. Il faut recruter des gens du sud de la Méditerranée parce qu'ils sont différents. Non, ça me paraît une approche qui assigne les gens à un groupe. Et qui dit que, quel que soit le groupe, hein, parce que vous appartenez à ce groupe, vous avez telle caractéristique. C'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Je veux dire, même l'âge qui de se constitue un groupe. Tous les gens de 50 ou 60 ans ne sont pas exactement pareils. Et du coup, quel terme vous utilisiez à la place de diversité pour parler justement de cette thématique-là? Je disais égalité. D'accord. Je disais égalité, ou égalité des chances, ou... Oui, je disais égalité. Et justement, vous parliez des grandes entreprises, mais est-ce que vous pensez que cette égalité des chances-là doit être appliquée aussi dans les sphères les plus hautes, et notamment dans les décideurs politiques? Oui. Alors, je le répète, quota, je suis favorable pour un quota femmes-hommes. Hein, et il se trouve que, par exemple, j'ai participé à l'élaboration d'une loi qui a imposé une parité ou une quasi-parité dans les entreprises et qui a impliqué de réviser la Constitution. Je suis aussi favorable à un quota, comme je l'ai dit, pour les personnes en situation de handicap, parce que ça crée une contrainte et ça crée une rupture. Bon. Une fois qu'on a fait cela, on n'a pas encore fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire, il faut assurer l'égalité des chances. Je prends l'exemple de Renault. Si vous avez 40% de la population qui vient du sud de la Méditerranée, ça ne veut pas dire que vous avez la parité à tous les niveaux. Donc, il faut faire en sorte que l'égalité des chances, ce ne soit pas simplement d'entrer, ça soit de se former, de progresser et de pleinement utiliser ses capacités. On n'est pas tous égaux. Je peux dire, on a tous des différences. Mais il y a peu de gens qui
ont la chance de pouvoir utiliser pleinement leurs capacités. Et au fond, le monde n'est pas fait pour assurer ce plein emploi des capacités. Et justement, est-ce qu'il y avait un accompagnement, des formations qui étaient mises en place pour mettre à niveau ou justement accompagner ces personnes-là? Il y a... alors la halle, c'était une petite structure, hein, on était 60 et on avait des formations où ça pose, enfin je veux dire, ça ne posait vraiment pas de problème. Il y a des métiers qui ne sont pas adaptés. Travailler à la chaîne, ce serait pas votre métier à vous. Bon. Mais au fond, comment dire, la non-conformité globale, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Le fait qu'il n'y ait pas de plafond de verre, et dans le handicap, là, le plafond de verre est fréquent parce que il y a cette règle de pourcentage, mais elle s'applique sur une population globale. C'est vrai. Oui. Et donc, vous avez bonne conscience si vous donnez un travail d'ordre secondaire à quelqu'un. C'est pas ce qu'il s'agit de faire. Hein, c'est ce qu'on faisait dans un temps où vous êtes trop jeune pour avoir connu, quand on avait des invalides de guerre. Hein, les invalides de guerre avaient le droit d'être recrutés, un privilège absolu dans les emplois très modestes de la fonction publique. Les huissiers étaient tous des invalides de guerre. Bon, mais ça, c'est pas assurer l'égalité des chances, hein, que de recruter quelqu'un sur un emploi non qualifié, puis de se dire, voilà, je fais mon devoir. Non. Et là, ça exige à la fois, quelquefois de l'imagination, et quelquefois de la solidarité, quelquefois uniquement des aménagements pratiques. Hein, je vois sur un exemple qui concerne le handicap, qui est celui des enfants. Au moment de la halle, le président de la République était Jacques Chirac, qui était, en partie pour une raison personnelle, très sensible au sujet du handicap. Il y croyait vraiment. Il a fait une remarquable loi sur le handicap, une grande loi. Qui va fêter ses 20 ans. Qui a fêté ses 20 ans et qui n'est pas encore complètement appliquée. Pas du tout. Mais je vais vous raconter une chose qui m'a beaucoup frappé. Quand j'étais à la halle, j'allais parler devant différents groupes. Et j'étais allé notamment à une grande convention organisée par je ne sais plus quelle organisation de personnes handicapées, mais enfin, très importante. Il y avait 2000 personnes dans la salle ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment une très grande réunion. Et j'ai dit quelque chose qui me paraissait très positif, c'était que l'intention était que dans les 5 ans, on applique effectivement toute une série de mesures. Je pensais que les gens allaient applaudir. Et je me suis fait huer parce que le délai de 5 ans était trop long. Bon, rétrospectivement, mais au fond, c'est vrai, comment dire, que pour une personne handicapée, il y a une double injustice. Il y a d'abord une injustice de fait d'avoir un handicap qu'on peut vivre. Certaines personnes le vivent comme pas du tout une injustice parce qu'elles ont des aspirations spirituelles ou autres, mais enfin, quand même, c'est quelque part quelque chose qu'on ne se souhaite pas et qui est une injustice. Et puis une seconde injustice, c'est qu'on ne vous traite pas selon vos mérites. Et au fond, cette double injustice, je la trouve totalement insupportable. Et ce que me disaient les gens dans cette salle, ça m'a beaucoup fait réfléchir, hein, c'est que subir, ne serait-ce que pendant 5 ans, une double injustice, paraissait aux personnes qui étaient dans cette salle insupportable. Et au fond, je vois, vous dites, on a fêté le 20e anniversaire de cette loi, et cette double injustice persiste toujours. Exactement. Et c'est vrai, bon, bah maintenant je ne suis plus... enfin,
principalement actif sur ce sujet. Je suis actif sur un certain nombre de sujets et j'attache de l'importance à celui-ci. Mais, au fond, quand c'est les autres, il y a quelquefois une paresse. Et quand les autres sont les personnes handicapées, cette paresse est doublement insupportable. Mais tout ceci m'éloigne du sujet que je voulais dire des enfants. Au fond, à l'époque, donc on est en 2005, les enfants qui avaient un handicap psychologique allaient dans des établissements spécialisés. Et un des grands principes de la loi, c'était de les mettre dans l'enseignement général. Ça a un coût. Ça a un coût parce que ces enfants ont besoin d'un accompagnement spécialisé, ça peut créer des difficultés. Mais d'un autre côté, pour ces enfants, ça évite de les enfermer. Je veux dire, autrement, on les met dans une sorte de prison sans mur, enfin, je veux dire. Et donc, c'est un espace de liberté et de connaissance. Et pour tous les autres gosses, ça fait qu'ils apprendront ce que c'est et qu'ils seront moins que leurs parents victimes des habitudes dans la vie ultérieure. Donc, je pense que c'est une mesure qui, à l'époque, a suscité, je répète, vous étiez à peine né, vous, mais qui a suscité des réactions très hostiles. Mais c'est une mesure qui a un double bénéfice énorme. Indépendamment du fait que, puisque là j'ai parlé de deux bénéfices qui n'avaient rien à voir avec les progrès scolaires des enfants en situation de handicap. Mais c'est un troisième bénéfice. Ils sont plus élevés quand ils sont dans un groupe. Bien sûr. Que si on les remet de côté dans une institution qui considérera qu'elle fait autant du gardiennage que de la formation. Justement, en fait, dans ce podcast, on aime bien casser les codes. Et justement, je vous propose, à votre tour, de me poser 3 questions. Vous faites partie des personnes qui sont devenues en situation de handicap en cours de votre vie. Je ne sais pas à quel âge d'ailleurs. Il y a 6 ans, donc à 33 ans. Vous en avez déjà 39? Oui. Eh mon Dieu. Depuis hier. Bon. Oui. Eh bien, au fond, si vous deviez résumer le changement. Entre ma vie d'avant et ma nouvelle vie? Oui. En fait, au départ, ma vie d'avant, c'était une vie dans le secteur du luxe qui cochait tous les codes. J'avais un bon job, un appartement, je vivais à Paris, j'avais des amis, etc. Mais je n'étais pas spécialement heureuse. Et suite à mon accident, j'ai découvert en fait une vie parallèle, certes qui m'a enlevé mon autonomie, mais qui a finalement révélé en moi d'autres choses, c'est-à-dire que mon corps ne fonctionne plus comme avant, mais c'est ma parole qui s'est libérée. Et finalement, ça a été comme une renaissance, une nouvelle vie qui commençait. Donc bien évidemment, il y a eu une transition entre le déni, l'injustice, la colère, etc. Oui. Avant l'acceptation, tout ne s'est pas fait si vite. Mais finalement, je trouve que ma vie d'aujourd'hui est beaucoup plus riche que celle d'avant. Ça compte pas comme une question. Oui. Mais vous pourriez développer un peu ce point, ce supplément de richesse. Ce supplément de richesse, ça va être... Vous disiez, avant, vous parliez pas, et là, vous parlez plus. Avant, je parlais dans la fonction, en fait, dans le cadre de mon poste, en fait, de mon emploi. Et aujourd'hui, je prends beaucoup la parole, justement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en entreprise, pour sensibiliser au handicap, justement, de faire des sensibilisations dans les écoles dont vous parliez, parce que je pense que, justement, le vivre ensemble s'apprend depuis le plus jeune âge pour ne pas reproduire les erreurs que font les parents, parce que c'est souvent eux qui inculquent les plus, peut-être sans le vouloir, mais des causes discriminantes, en fait, parce que moi, je le vois très bien dans la rue. Quand je croise des parents avec des enfants me voient comme une super-héros parce que j'ai un fauteuil électrique, ça les amuse, et les parents leur disent « Non, non, mais laisse la dame, ne pose pas de questions ». Alors qu'au contraire, c'est important de poser des questions, de désacraliser ce handicap, ce fauteuil. Et moi, je suis pour cet échange-là parce que le fait de ne pas échanger, ça crée un tabou et ça enferme le handicap et les personnes en situation de handicap encore plus, finalement. Alors que justement, comme vous le disiez si bien tout à l'heure,
on est dans le mot diversité, il y a différence. Et le but, c'est qu'on vive ensemble et qu'il n'y ait plus de différence. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi que je prends beaucoup la parole et que j'essaie de transmettre à mon échelle ce que je peux pour favoriser justement le... Alors, je vais vous poser une autre question qui peut vous paraître un peu brutale. Mon expérience sur la relation avec les personnes en situation de handicap, c'est que les personnes qui ont un handicap physique, que ce soit un handicap de motricité des membres comme vous, que ce soit le fait d'être aveugle ou le fait d'être sourd, au fond, est beaucoup moins perturbant du point de vue des autres gens que le fait d'avoir un handicap psychologique. Oui, c'est sûr. Je comprends très bien votre point. Et est-ce que c'est aussi votre conviction? Complètement. Complètement, parce que je pense que le fait d'avoir encore tout à tête, même si on est un peu enfermé dans son corps, ça permet encore d'avoir des interactions sociales, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir justement des amis, voyager, etc. Et de garder une forme d'indépendance et d'autonomie, ne serait-ce que pour traiter les dossiers administratifs. Et on sait que quand on a un handicap, c'est très lourd, notamment la MDPH. Et je comprends très bien. Je partage complètement cet avis-là. Bon. Et parce que c'est vrai que, au fond, pour toutes les personnes, le handicap est symbolisé par le fauteuil roulant qu'on voit sur les places de parking. Je pense que c'est une part très limitée du nombre total de personnes en situation de handicap. Mais au fond, c'est quelque chose à côté et qui fait qu'on a des relations tout à fait normales. Donc ça marche. Et au fond, alors ma troisième question, puisque j'en ai posé deux, c'est vous, si on vous disait une mesure qui vous paraîtrait importante, pas que pour vous, pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, vous diriez quoi? Alors, sans hésiter, l'accessibilité. L'accessibilité tout simplement parce que ça sert à tout le monde. Par exemple, que ce soit pour voyager, pour la mobilité, pouvoir accéder, par exemple, on voit que le métro n'est pas accessible, les trottoirs, pour entrer dans les magasins, etc. Et en fait, l'accessibilité, c'est quelque chose qui touche tout le monde, pas seulement les personnes qui sont en fauteuil ou en béquille. Ça peut servir aussi des personnes qui ont une poussette, des bagages, des personnes âgées aussi. Et en fait, ça touche tout le monde dans le sens où, au cours de notre vie, on sera tous confrontés à une situation de mobilité réduite. Donc finalement, ça touche absolument tout le monde. C'est intéressant ça. Je vous écoute. Le problème, c'est que c'est une mesure qui est effectivement assez chère. Pour le métro de Paris, je crois qu'on l'a chiffré à 20 milliards d'euros. Bon, ce qui est beaucoup d'argent. J'avais, quand j'étais à la Halde, rencontré une association qui s'appelait Hold Up. Alors, sans H, pardon. Ça voulait dire c'est les vieux qui veulent rester debout. Et il disait, on a des problèmes et qui ne sont pas connus. Par exemple, pour nous, un escalier roulant ne résout pas le problème de l'accessibilité parce qu'on se sent en déséquilibre sur un escalier roulant. Et au fond, quand tu m'as dit ça, j'étais comme de rond de flanc, si je puis dire, parce que je ne me rendais pas compte, je n'avais pas réfléchi. Mais vous avez raison. Oui, c'est vraiment ça. Et justement, quand on parle de la loi de 2005, la loi du handicap, on va péter ses 20 ans. Et l'accessibilité, je pense que les choses avancent. Après, moi, j'ai eu mon accident il n'y a que 6 ans, donc je n'ai pas le recul pour savoir s'il y a eu une amélioration avant cette date-là. Les choses avancent, mais c'est vrai que... Un rythme qui est celui qui suscitait les huées. Vous voyez une réelle amélioration depuis... Je vois une amélioration. Le métro, franchement, non. Non, pas forcément le métro, mais... Mais, par exemple, le RER, oui. Les trains, oui. Les bus, oui. Quand la rampe fonctionne, les bus Quand la rampe, oui, mais les bus qui s'agenouillent, s'ils vont sur le trottoir, enfin ça implique un peu de civisme des gens qui n'empêchent pas l'accès au bus au trottoir. Il y a des vrais progrès. Il y a d'autres progrès qui sont effectivement beaucoup plus lents. Je crois que le vrai changement,
c'est que quand la loi Chirac a été votée, au fond, c'était un sujet qui était considéré comme marginal, et je pense que maintenant c'est plus le cas, et je pense que c'est en partie lié à ce que je disais sur les enfants. Au fond, les parents apprennent aussi par leurs enfants. Et bon, ça, c'est de bon augure, parce que ça veut dire les parents qui n'ont pas eu d'enfants jeunes vont être remplacés. Oui. Et donc la situation, j'espère, l'amélioration va s'accélérer. J'ai une question d'actualité. Est-ce que vous êtes allé voir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques? Ça a eu Alors, je n'ai vu ni les Jeux Olympiques ni les Jeux Paralympiques pour une raison que je n'avais pas le droit d'aller dans des poux. Non, ou à la télé ou... Ah bah à la télé, oui, bien sûr. Non, mais voir dedans, oui, j'ai vu bien sûr à la télé. Alors, il y a des choses qui sont un peu perturbantes presque. Hein. Je pense au foot pour aveugles. Ouais, c'est si foot. Oui, c'est si foot. Bon. La course à pied, maintenant, c'est plus un sujet. Le cyclisme, c'est pas un sujet. Même le volley assis, on le comprend bien. Il y en a qui paraissent un peu plus étranges. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça continue à découvrir de nouveaux jeux, et que ceux qui y jouent et que ceux qui les regardent, ils prennent autant de joie qu'aux jeux traditionnels. Exactement, ça permet en fait un plus grand nombre de pouvoir participer à des jeux, à des sports différents finalement. Oui, absolument. Donc, je trouve que c'est quelque chose de gai. Oui. Et ce qui m'a frappé, j'ai regardé bien sûr les cérémonies d'ouverture. Et au fond, il y avait toujours des gros plans des athlètes. Et dans les Jeux Olympiques, bon, tous les athlètes faisaient comme ça, mais on avait l'impression que c'était un peu convenu. Mais ce que je veux dire, oui. Bon, mais d'autant plus qu'ils étaient au milieu de la rivière, sous la pluie. Bon. Mais dans la cérémonie des Paralympiques, ce qui m'a frappé, c'était le bonheur des athlètes. Ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Parce qu'ils défilaient là, ils étaient vraiment heureux d'être là. Alors que les athlètes, pas paralympiques, au fond, ils avaient une satisfaction d'être là. Mais ce n'est pas exactement la même chose que le bonheur. Je ne sais pas si oui, je vois très bien. Je vois très bien, j'ai tout subi de A à Z et je partage. Et j'ai quelques petites questions rapides à vous poser. Justement, pour en revenir sur l'aspect entreprise, pour vous, le bien-être des collaborateurs, c'est utopique, préférable ou indispensable? J'ai toujours tenu, et je le disais publiquement quand j'étais Renault, sur deux choses. On travaille mieux quand on est heureux. Et donc, même si vous êtes un capitaliste égoïste, si vous êtes intelligent, vous voulez le bonheur de vos collaborateurs. Et franchement, j'ai connu beaucoup de collaborateurs heureux dans les boîtes où j'étais. C'est toujours un objectif en soi. Et je pense que oui, les gens peuvent être heureux dans n'importe quel travail. Même les ouvriers à la chaîne, quand on leur demande leur bonheur à travailler, il est égal à celui des cadres. Donc, il n'y a pas de fatalité de ne pas être heureux au travail. Donc, oui, sur le bonheur au travail. Second principe que je défendais, c'est que je disais toujours, l'éthique et l'efficacité coïncident sur le long terme. Si vous mentez, ça vous fait gagner un peu de temps. Par exemple, vous vendez une marchandise qui n'est pas bonne, mais à la fin, ça se sait, vous mourrez. Si vous traitez mal vos collaborateurs, ça peut marcher un certain temps, vous les videz, c'est la technique Kleenex américaine, mais vous n'aurez pas des collaborateurs qui auront l'esprit que je citais pour ceux de Renault. Si vous n'utilisez pas toutes les capacités de vos gens, c'est un gaspillage dont vous êtes la première victime. Donc je crois que l'idée d'opposer la morale et l'efficacité est une idée stupide, pour dire les choses simplement. Et à l'inverse, est-ce important d'être apprécié par vos collaborateurs? Franchement, moi, j'ai assez souvent été mon propre patron. J'ai été aussi le collaborateur de gens, quand j'étais plus jeune, j'avais des patrons. Je ne pouvais pas travailler pour un patron que je n'estimais pas. Et si j'avais non seulement de l'estime, mais un peu d'affection pour mon patron,
ben, je travaillais mieux. Et dernière question, deux petites dernières questions. Oui. Quel serait votre plus grand rêve Vous savez, que vous n'ayez pas fait déjà? Oui, non, parce qu'à 82 ans, on a moins de rêves qu'à 30, hein, ou même à 39. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai des rêves? Franchement, mon rêve, c'est de mourir heureux et en bonne santé. On vous le souhaite. Et enfin, quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Ah! Oui, mais moi, j'ai eu du mal à le dire. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois récemment? Franchement, je sèche. Hein, ça peut être vraiment quelque chose d'anodin. Un saut en parachute, adopter un chien. Non, un saut en parachute, là, franchement, ce serait un tout petit peu tard. J'avais voulu en faire quand j'étais jeune, mais ma femme me l'a interdit, et comme je suis un bon époux, me taisait. Mais la dernière chose que j'ai faite pour la première fois, c'est un podcast de 45 minutes sur le sujet du handicap. Ah, bonne réponse. Bah, écoutez, sur ces mots, je vous remercie, Louis Schweitzer, pour le temps que vous m'avez accordé. J'étais ravie de passer justement ces 45 minutes avec vous. Merci à vous aussi. Hein, moi, j'ai pris plaisir, bonheur à notre échange. Merci beaucoup.